Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui dissèque les préjugés et explore les innovations méconnues du secteur public. Je suis Linda, votre hôte, et chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités qui ont un point de vue, des idées et des solutions pour nous permettre d'imaginer et construire ensemble la société de demain. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et place à l'épisode du jour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, deuxième épisode avec France Stratégie. Je trouve que ça claque à chaque fois. On a fait un premier épisode avec ta collègue Johanna. On a pas mal parlé de quoi on parle quand on parle de crise d'attractivité de la fonction publique et puis de voilà, qu'est-ce que ça implique. On a parlé des enjeux notamment. Là, c'est vraiment l'action, l'étape suivante. Est-ce qu'il y a des leviers? Comment on les actionne? Enfin voilà, c'est toute la partie un petit peu next step. Donc d'abord, en préambule, je vais te laisser te présenter. Emmanuel, dis-nous tout. Alors bonjour Linda, Emmanuel Prouet. Donc moi je suis chef de projet au département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie, qui est donc un des 4 départements thématiques de France Stratégie, et pas le même que celui de Johanna. Donc notamment parce que c'est un projet qui est transversal à différents départements, quasiment à tous les départements, parce que ça touche à plein de sujets. Et bon, je pense que vous en avez déjà parlé, mais on va en reparler maintenant. Alors moi je travaille plutôt sur des sujets au départ liés au secteur privé. C'est plutôt un peu la spécificité de France Stratégie, et c'est un peu la nouveauté d'ailleurs avec ce rapport, c'est que on a souhaité, donc quand on a proposé ce sujet au programme de travail, on a souhaité parler des agents publics, de la fonction publique, parce qu'on le faisait plus depuis pas mal d'années, parce que voilà, on peut pas tout faire, donc on travaillait sur d'autres sujets, mais que il nous semblait qu'à l'époque, parce que notamment le sujet de l'attractivité montait beaucoup, et aussi parce qu'on avait travaillé juste avant sur un autre aspect de l'action publique, qui était plutôt la question de comment fabriquer aujourd'hui les politiques publiques, comment les fabriquer peut-être mieux et autrement au regard des enjeux, des nouveaux enjeux de transition et de soutenabilité, notamment en termes de transition écologique, mais aussi les enjeux de transition démocratique et sociale. Et donc là, on était un peu dans la fabrique, la façon de faire, mais il y a évidemment la question de qui élabore ces politiques et qui les met en œuvre, quoi. Et donc bon, voilà, ça nous paraissait intéressant de revenir sur ce sujet-là, et pour cela d'utiliser l'expertise qu'on a, notamment dans mon département, sur l'emploi, les métiers en général, notamment en prospective, mais pas seulement, les questions de qualité de l'emploi par exemple aussi, sur lesquelles on travaille beaucoup avec mes collègues, et d'utiliser cette expertise plus spécifiquement pour regarder comment ça se passe dans la fonction publique, et éventuellement de comparer du coup la situation entre public et privé quand c'est possible. Bon, c'est toujours compliqué ce genre de comparaison, mais on a quand même un certain nombre d'indicateurs où on peut regarder, y compris par exemple pour des métiers, parce qu'il faut aussi quand on a une approche par métier, on voit qu'il y a des métiers qui sont exercés à la fois dans le public et dans le privé. L'employeur change, mais le métier est le même au départ. Donc, est-ce que du coup, ça a un impact sur les conditions d'exercice de ces métiers, et in fine, en termes d'attractivité, ça fait partie des questions qu'on s'est posées. Et je trouve ça, ce parallèle public-privé, je le trouve toujours très intéressant à plein de niveaux. Donc, c'est parfait. On a vu dans un précédent épisode avec Johanna les éléments un peu du cadre de travail qui contribuent le plus à la crise d'attractivité. Là, la question que je voulais te poser, est-ce qu'il y a des caractéristiques de l'emploi qui peuvent être perçues comme des atouts ou des leviers d'attractivité plus que d'autres? Oui, alors effectivement, c'est bon. Après, dans notre rapport, on a un peu 2 grandes parties. Une première partie plutôt d'état des lieux, de diagnostic. Ça, je pense que c'est ce que vous avez évoqué avec Johanna précédemment. Dans la deuxième partie, on essaye effectivement d'identifier plus spécifiquement les causes de ces problèmes d'attractivité, ce qu'on appelle les déterminants. Pour justement, parce que c'est ça un peu qu'on veut proposer aux acteurs et au débat public, c'est de vraiment bien identifier quels sont les différents enjeux
qui expliquent ces problèmes d'attractivité, mais du coup sur lesquels on peut agir aussi. Donc on fait pas forcément des propositions extrêmement concrètes et précises pour faire référence à ton introduction, mais en tout cas on essaye d'analyser le plus finement possible le diagnostic et ces éléments d'explication pour qu'ensuite les acteurs puissent s'en saisir et justement réfléchir aux réponses concrètes à apporter. Et donc on a un peu 4 types de déterminants. Les questions d'image et de reconnaissance, les questions de carrière, les questions de rémunération et les questions de qualité de l'emploi, conditions de travail. Et la première chose sur laquelle on insiste et qu'on met en avant, c'est que il faut prendre ces différents déterminants conjointement parce qu'ils interagissent les uns avec les autres et ça n'a pas tellement de sens de regarder les choses de façon trop silotée et une par une. Donc on va y revenir, mais les questions d'image, elles sont importantes quand on parle d'attractivité parce que c'est d'abord là-dessus que les jeunes notamment vont se déterminer pour tel ou tel choix de carrière. Mais ces questions d'image, elles sont directement liées aux conditions d'exercice effectives des agents parce que c'est aussi l'image que les agents vont renvoyer de leur métier qui impacte ces images. Il y a d'autres éléments, on y reviendra, mais il y a ça. Les questions de rémunération, il faut les regarder au regard des conditions de travail. Ça n'a pas tellement de sens de regarder des rémunérations en soi, mais c'est aussi est-ce qu'on a les moyens de faire son travail au regard de sa rémunération et de ses conditions de travail. La première chose, c'est ça, c'est de montrer qu'il y a des explications, des déterminants différents, mais qui interagissent entre eux et qui sont liés. Alors, pour entrer peut-être un peu plus dans le détail, je parlais donc des enjeux d'image, de connaissance. Bon, on le sait, la fonction publique, elle n'a pas vraiment forcément bonne presse aujourd'hui, notamment auprès des jeunes. Hein. Et on essaie de changer ça. Voilà, et donc l'idée c'est de changer ça, c'est de montrer aussi que c'est pas si globalement négatif que ça non plus, quoi. C'est-à-dire que quand on interroge un peu finement les jeunes sur qu'est-ce que c'est que la fonction publique, quels sont les métiers de la fonction publique et comment vous les voyez, il y a, alors c'est une image très stéréotypée, mais il y a plusieurs réponses qui sont données. Il y a d'une part, le fonctionnaire ou la fonctionnaire un peu en général, où là, c'est sûr que c'est vraiment l'image très caricaturale, un peu grise du fonctionnaire derrière son bureau, pas forcément très aimable et surtout pas forcément très épanoui dans son métier. Donc bon, ça c'est pas terrible comme image, c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer. Mais il y a aussi les métiers à vocation. Qui sont identifiés à la fonction publique et qui, eux, ont une image positive. Hein. Les enseignants, les infirmiers, notamment depuis le Covid, évidemment, c'est des métiers essentiels et on sait l'importance d'avoir des services publics et d'avoir des agents publics pour rendre ce service-là et ça, c'est bien perçu. Le problème, c'est qu'il y a aussi une image et la perception du fait que les conditions de travail de ces agents, y compris de ces agents essentiels, se sont dégradées pour eux-mêmes et donc aussi pour les services rendus. C'est-à-dire que l'image de la fonction publique, elle passe d'abord par l'expérience usagée qu'on a des services publics. Et donc ça, c'est là où on voit vraiment le lien entre la perception extérieure et le vécu interne des agents, parce que c'est ça qui va interférer. Et puis après, il y a le discours qui est porté sur la fonction publique aussi, qui joue évidemment sur l'image. Et ça, on sait que voilà, ça dépend un peu des périodes, hein, mais les acteurs publics eux-mêmes ont parfois un discours qui est quand même très négatif sur ses propres agents. Eh oui. Là, évidemment, ça n'aide pas. Ça n'aide Non, pas. ça n'aide pas. Ça, c'est Ça, sûr. c'est pour les aspects un peu qualitatifs. Mais après, donc je disais, il y a des aspects très concrets hein, qui vont jouer. Les questions donc de statut, de carrière. Donc bon, là. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a un équilibre qui existait bon an mal an avant et qui s'est fragilisé, qui s'est déséquilibré entre les contraintes et les avantages. Quoi. Et alors les contraintes, ça peut être les enjeux de rémunération, mais c'est aussi le fait de devoir passer un concours pour rentrer dans la fonction publique. Et ça, même si les taux de sélectivité diminuent, finalement, pour les jeunes, ça reste quand même une épreuve. Ça reste une épreuve qui peut être en plus les études se rallongent, c'est compliqué, hein, il y a quand même beaucoup de stress, de sélection, etc. Donc après X années de bac plus, etc. En remettre une couche supplémentaire, si je peux dire, en passant des concours, il y a des jeunes qui n'ont pas envie, quoi, qui ont plus envie de ça, parce que
en plus, le concours ne paraît plus en valoir le coup, quoi. C'est-à-dire que les avantages qu'il procure, ça permet plus d'équilibrer. Et puis parce qu'il y a des contraintes, notamment d'affectation géographique, par exemple, pour certains métiers, qui pèsent très fortement aujourd'hui. Hein, même quand on est jeune et qu'on n'a pas encore de famille, on veut pouvoir choisir l'endroit où on va vivre et où on va habiter, quoi. Et ça, c'est quand même un problème spécifique. Donc, effectivement, il y a un problème d'équilibre aujourd'hui qu'on trouve moins bien. Aussi parce que les carrières elles-mêmes paraissent peu attractives parce que peu ascendantes, peu mobiles, peu voilà, on pourra y revenir, mais ça c'est aussi un problème. Et puis bon, parce que donc les avantages procurés en termes de rémunération, d'avantages sociaux, de conditions de carrière, Et ouais, on font plus le poids, quoi. comme Et on dit, là, la balance bénéfice-risque, elle est voilà, pas c'est ça. géniale, quoi. Elle est Et plus globalement, faible. on a quand même plutôt, on peut donner quelques exemples hein, sur cette comparaison public-privé, on a plutôt quand même une convergence de ces Mmh. conditions d'exercice entre le public et le privé, mais qui va pas dans le sens de conserver les avantages au public, mais plutôt d'en faire perdre, quoi. Donc, du coup, Exactement. ce déséquilibre, il est assez ressenti, quoi. Mais Et alors là, on y est exactement, Emmanuel. C'est-à-dire que pendant longtemps, alors bon, malheureusement, je ne fais plus partie de cette jeune génération. Je pense que c'est notre lot à tous. Mais pendant longtemps, en tout cas, la fonction publique a été perçue comme un bastion de sécurité, de stabilité, d'avantages sociaux. Et quand je dis avantages sociaux, je pense pas juste à mutuelle, quoi, en termes de temps de travail, de congés. Enfin, il y avait tout ça quand on parlait de fonction publique, c'était tout ça qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est au contraire, beaucoup de lenteur, de l'administration, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, tu parlais de carrière un peu à faune, enfin, il y a plus d'ascension, à proprement parler et il y a de moins en moins de flexibilité aussi. oui, mais alors là où ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est vrai dans les perceptions, mais ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de comparer ces perceptions Mmh. à la réalité et aux éléments objectifs. Et là, alors il y a des choses qui existent, hein, c'est Mmh. vrai. Par exemple, en termes de rémunération, clairement, il y a eu une progression globale du pouvoir d'achat ces 10-15 dernières années, mais il est moins important que dans le privé. Alors Mmh. ça, c'est quand on regarde en moyenne. Bon, ça a pas forcément tellement de sens de regarder en moyenne parce qu'après, il y a des différences par métier, par versant, et Ouais. cetera. Donc, il faut aller regarder dans le détail. Donc il y a des choses qui sont objectives effectivement, mais il y a aussi des choses qui sont perçues négativement, alors qu'elles ne le sont pas forcément tant que ça. Et Ah! l'image de la fonction publique est tellement négative qu'on a tendance à ne pas voir à ne plus voir du tout les avantages, parce qu'il en reste quand même, Mmh. et à surestimer les inconvénients. Donc, Ah! par exemple, sur les Vas-y. questions de temps de travail, Mmh. alors ça fait partie de la caricature du fonctionnaire, Mmh. le fonctionnaire qui travaille pas, et cetera. Bon, nous on a essayé de poser les choses un peu objectivement. Donc déjà, si on regarde les évolutions, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le temps de travail annuel, si on compare entre public et privé, il reste plutôt un peu en dessous dans le public que dans le privé, il est inférieur Mmh. dans le public, mais il y a une convergence. Donc c'est pas effectivement c'est pas vrai qu'il y a tant que ça une différence entre le public et le privé, et l'avantage il diminue plutôt. Et par ailleurs, il y a des contraintes d'horaires atypiques. Ça existe Mmh. notamment sur un certain nombre de métiers, Bah très oui. fortement dans le soin, par exemple, et cetera. Donc, il y a pas le fonctionnaire qui travaille pas, c'est pas vrai. Mais cela dit, là où il reste des avantages, pour le fonctionnaire et qui sont des arguments d'attractivité qui devraient être présentés comme des arguments d'attractivité parce que c'est là-dessus que les jeunes notamment se déterminent aujourd'hui, mais pas que les jeunes, c'est en termes d'articulation de vie professionnelle et de vie, personnelle, et en termes de maîtrise de son temps de travail. Mmh. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il reste quand même, par exemple, un peu plus de congés dans la fonction publique que dans le privé, et élément très important, notamment pour les métiers peu qualifiés, il y a du temps partiel dans le public, mais il est choisi. Contrairement au privé, où il est beaucoup plus souvent contraint et subi. Et notamment sur des métiers très peu qualifiés, par exemple, je prends l'exemple des métiers d'agents d'entretien où on a beaucoup besoin de recruter, et on aura beaucoup de besoin de recruter demain parce que c'est des agents qui sont souvent âgés, donc qui vont partir à la retraite.
Si on compare les salaires horaires, bon bah d'abord il n'y a pas forcément un désavantage en public, mais surtout si on les compare sur l'année, donc en regardant le salaire effectif annuel, et ben là on a un avantage pour le public parce que le temps de travail est un temps de travail complet. Il y a beaucoup moins de temps partiel subi, il y a beaucoup moins de temps de travail éclaté comme on peut avoir dans le privé. Et donc, et ben au final, on peut avoir un temps de travail plus complet et donc une rémunération plus importante. Donc ça, c'est pour les métiers peu qualifiés. Et pour les métiers plus qualifiés, en termes de maîtrise de son temps de travail, par exemple, on a aujourd'hui des opportunités de télétravail qui sont remises en cause dans le privé pour un certain nombre de cas dans des Oui. entreprises. Dans le public, il y a des accords, c'est beaucoup plus sécurisé pour l'instant en tout cas, et que du coup, bah, c'est quand même un outil notamment pour des jeunes qui veulent pouvoir s'organiser, organiser leur congé sur l'année, organiser leur formation, parce qu'il y a aussi plus d'accès à la formation dans le public que dans le privé. Donc voilà, ces notions d'articulation des temps et de temps choisi et d'organisation du temps sur l'année ou sur la carrière, là-dessus, on peut présenter ça en termes d'arguments d'attractivité pour la fonction publique. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est que derrière l'image très négative, on parlait d'ascension sociale par exemple. Le concours, ça reste une garantie de non-discrimination et donc ça reste aussi une possibilité d'ascension sociale. Aujourd'hui, quand on regarde qui est cadre dans la fonction publique, eh bien c'est plus souvent des gens qui sont issus de milieux populaires et modestes que dans le privé. Donc la fonction publique, ça reste aussi une possibilité d'ascension sociale pour des jeunes diplômés qui viennent de milieux modestes et plus dans le public que dans le privé. Donc voilà, c'est compliqué, notamment parce qu'en termes de conditions de travail quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées. La relation avec le public, elle est compliquée, elle se dégrade et elle se dégrade plus dans le public que dans le privé, y compris pour des mêmes métiers. Et que donc on a aussi plus de conflits éthiques, par exemple, pour des mêmes métiers dans le public que dans le privé, parce que voilà, on vient avec une volonté d'utilité sociale, une volonté de sens au travail qui est spécifique, et on a le sentiment qu'on n'a pas les moyens justement de le faire. Mais OK. on parlait des jeunes, par exemple la dimension utilité sociale, ça reste aussi un argument pour beaucoup de jeunes. Mmh. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on leur demande où est-ce que vous allez trouver du sens au travail et du sens à vos missions, ils répondent plus souvent dans des associations, dans le secteur non lucratif, voire dans des grandes entreprises, que dans le public. Donc là, on voit bien que voilà, il faut Ouais. rediscuter des missions, du sens, et ensuite tenir la promesse une fois que les gens sont en poste. Et puis, par exemple, sur les indicateurs de conditions de travail, il y en a un qui est important aussi, c'est la question des collectifs de travail. Là, pareil, sur des mêmes métiers, quand on regarde dans le public et dans le privé, alors c'est un indicateur qu'on mesure avec une question qui est est-ce que vous êtes soutenu par vos collègues, aidé et soutenu par vos collègues. D'accord. Et ben, cet indicateur-là, par exemple pour les métiers du soin, les réponses positives, elles sont plus importantes dans le public que dans le privé. Elles sont de toute façon importantes dans le métier du soin parce que c'est des métiers où on a besoin Par essence. de travailler avec ses collègues. Mais cette différence public-privé, on la retrouve par exemple pour des métiers de jardinier ou de cuisinier, parce qu'on pose ces questions-là à tout le monde et que bah, cette dimension collective, elle existe plus dans le public et dans le privé, y compris si il y a aussi des tensions avec les collègues, hein, ça existe aussi, ou avec la hiérarchie, parce qu'il y a aussi des questions là-dessus. Donc ces tensions, elles existent. Donc c'est des avantages qui sont fragiles, hein, qui sont toujours fragiles, qu'il faut consolider. Mais ça a encore du sens et un sens particulier de travailler quand même dans la fonction publique, quels que soient Mmh. les métiers. OK. On a parlé beaucoup le mot jeune, en tout cas, il est revenu, pas mal de fois. Et est-ce que, enfin là, j'étais en train de me demander, il y a des efforts, qui doivent être, ou en tout cas, on doit insister un peu plus sur certains types de publics. Donc on a parlé des jeunes, mais il y a peut-être d'autres types de publics sur lesquels on peut il y a des Oui, choses alors à faire? effectivement, c'est l'enjeu, c'est qu'on sait qu'on a une population active qui va vieillir, hein, Mmh. et qui aussi va et des actifs qui vont travailler plus longtemps sur la carrière, hein, qui vont partir plus tard à la retraite. Ouais.
Donc, on aura moins de jeunes et plus d'actifs expérimentés, comme on dit maintenant. Donc, il faut aussi avoir ça en tête pour la fonction publique. Alors, les jeunes, ça reste le vivier naturel. Hein, c'est le système est fait comme ça aussi. Les concours, c'est plus facile à passer quand vous êtes en début de carrière. Je confirme. Voilà, donc ça restera un vivier naturel. Donc ça, il faut continuer à attirer des jeunes à l'université, parce que ça aussi c'est le vivier naturel. Donc il faut que les jeunes continuent à aller à l'université et qu'on les convainc de passer les concours à ce moment-là, à tous les moments de la scolarité, hein, à l'université, mais avant. Une des choses qu'on a vu dans notre étude qualitative, c'est que par exemple les stages de troisième, c'est pas du tout anecdotique, que ça permet, alors éventuellement de découvrir la fonction publique, mais de découvrir des métiers de la fonction publique et voilà, et déjà de se faire une idée de ce qu'on a envie de faire ou pas. Maintenant, il y a des stages en seconde, donc voilà, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Mais effectivement, il va falloir peut-être réussir à recruter mieux à d'autres moments de la carrière. Donc ça, c'est la question aussi de comment on intègre des gens plus expérimentés dans la carrière. On a fait dans notre rapport un zoom par exemple sur les métiers du numérique. Bon, aujourd'hui, pour des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, à qui tout le monde fait des ponts d'or et leur promet des rémunérations flamboyantes dans le privé, c'est compliqué pour la fonction publique de concurrencer. Hein. On pourra probablement jamais s'aligner en termes de rémunération. Par contre, il y a des collectivités territoriales, par exemple, qui ont réussi à recruter sur ces métiers-là sur un bassin d'emploi particulier, parce que ils se sont adressés effectivement à d'autres publics et notamment à des gens qui venaient du secteur privé, qui avaient été un peu au bout de leur expérience dans le privé, à la fois pour des problèmes de sens du travail, de mission, mais aussi d'articulation de vie personnelle et de vie professionnelle, et qui avaient envie un peu d'autre chose, de se poser, de comprendre un peu mieux pourquoi ils faisaient ce métier-là, et ils ont réussi à recruter là. Donc c'est plutôt des deuxièmes parties de carrière, voilà. Mais du coup là, il faut effectivement pouvoir intégrer ces personnes-là avec concours ou sans concours, et en tout cas en tenant compte de leur ancienneté, y compris en termes de rémunération. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu compliquées. Et puis on a fait un petit focus aussi sur les demandeurs d'emploi, parce que c'est pas forcément aussi un public auquel la fonction publique a l'habitude de s'adresser. Mais aujourd'hui, notamment la fonction publique territoriale, elle recrute aussi des demandeurs d'emploi, y compris parce qu'il y a des postes de catégorie C, par exemple, où on peut recruter directement sans concours. Hein. Donc ça, c'est un vivier. C'est un vivier aussi pour notamment les demandeurs d'emploi ce qu'on appelle longue durée, qui sont ceux qui ont le plus de mal à retrouver un emploi. Et là, on voit que la proportion, elle est un peu plus importante justement dans certains versants de la fonction publique. Donc il y a déjà des partenariats qui existent entre les administrations, entre France Travail maintenant, pour mieux diffuser les offres d'emploi, par exemple via France Travail. Mais là, il y a sûrement des choses à faire, y compris au niveau des territoires, enfin au niveau local, parce que on sait qu'il y a aussi alors il y a à la fois des concurrences privées publiques pour recruter, mais il y a aussi des concurrences entre collectivités territoriales, etc. Donc là, il y a aussi des enjeux de mutualisation sûrement. Là, ça renvoie plutôt à des questions d'organisation, mais sur par exemple le numérique, il y a des enjeux de mutualisation des compétences pour les collectivités territoriales ou pour les hôpitaux, par exemple. On sait qu'on va avoir de plus en plus de besoins en termes de cybersécurité, etc. Et ça, probablement que les collectivités, notamment celles qui ont moins de moyens, elles ont du mal à recruter seules ces compétences-là. Donc là, il faut vraiment aussi penser mutualisation des moyens humains, quoi. Ok. J'aimerais qu'on termine là-dessus. Si on fait un peu le focus sur le décideur à proprement parler, quel levier concret il dispose pour restaurer un petit peu l'attractivité? Alors ça, je le disais tout à l'heure, nous on n'est pas allé forcément dans les propositions très très concrètes, mais ce qu'on montre, c'est que voilà, il y a des avantages à condition de les identifier, de communiquer dessus et parfois de les consolider, parce que certains sont quand même fragilisés.
il y a déjà des choses qui se font, hein, beaucoup. Les administrations, elles ont déjà pris ce problème à bras le corps. Donc, on peut pas dire que rien ne se fait. Il y a probablement une question d'échelle et de généralisation aujourd'hui à faire. Et puis, toute la difficulté, c'est à la fois de promouvoir des métiers, mais aussi la fonction publique dans son ensemble, quoi. C'est-à-dire que si on reste que sur c'est à la fois très important de montrer la diversité des métiers, des carrières possibles, et en même temps, si on reste que sur une approche métier, on perd aussi des avantages comparatifs, disons, pour la fonction publique, notamment sur la question de la spécificité des missions et du sens au travail. Donc c'est ces difficultés-là c'est ça qui est un peu compliqué. Et puis en termes de méthode, ce qu'on dit, c'est que il faut absolument aussi associer les agents eux-mêmes à ces réflexions-là et à la définition de ces actions-là, les agents directement ou via leurs représentants. Mais c'est quand même eux qui ont aussi la connaissance. On dit ça, nous, enfin les acteurs disent ça depuis longtemps dans le secteur privé. Hein, c'est quand même les travailleurs qui ont la connaissance du travail réel, de ce qu'ils font effectivement, et qui peuvent à la fois montrer les difficultés, mais aussi montrer toute la richesse de ce travail réel. Et donc c'est là-dessus où le public a intérêt à peut-être à s'enrichir de ce qui se fait dans le privé. C'est aussi sur voilà la prise de conscience du travail et des réalités du travail, mais aussi plus généralement de la spécificité de la fonction publique et de ses missions et du sens que ça a de travailler dans le service public. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère vous avoir amené à être à chaque fois un peu plus fiers de nos services publics et des personnes qui y contribuent. Pour faire entendre votre voix, n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles et un commentaire pour que je continue à m'améliorer et à vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs.